L'autre dossier qui fait beaucoup réagir en ce moment, c'est le discours qu'a prononcé tout à l'heure le PDG d'Air Canada à la Chambre de commerce de Montréal. Transportons-nous là, quelques instants au Palais des Congrès de Montréal. Voyez. Merci, Michel, pour cette introduction. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'Air Canada. Merci beaucoup à la Chambre pour cette invitation. Une phrase au début de son discours, quelques mots à la fin de son discours. Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, donc, a fait son discours en anglais et en anglais uniquement à Montréal. Je vais aller à Paris tout de suite pour avoir la réaction de Mathieu. Donc, c'était annoncé. Bon, d'abord, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a eu quelques mots en français, hein? Enfin. Ah, un accommodement raisonnable pour les francophones. Bonjour, je voudrais dire merci. Bon, et ensuite on passe en anglais. Comment dire, c'est fondamentalement, c'est structurellement insultant que de voir un homme qui manifestement considère que le français est optionnel dans une des grandes compagnies pan-canadiennes et devant un public québécois, un public montréalais. Donc, il se contente des phrases d'apparat, un accommodement raisonnable linguistique pour les francophones qui tiennent encore à se faire dire bonjour. Mais sur le fond des choses, c'est méprisant. Puis quand on voit l'autre scène, je ne sais pas si on va la montrer, Absolument. son échange avec Zappa. Ouais. Alors, ça, c'est quand même, pour le dire poliment, dégueulasse. Pour le dire avec un terme technique, ça m'a mis, vous me permettrez d'être grossier, en tabarnak. Oh. Entendre c'est odieux. Venant d'un Parisien, ça choque encore plus. Non, mais c'est odieux. Entendre le bonhomme dire, ça fait 14 ans que je suis à Montréal, j'ai jamais senti le besoin d'apprendre le français. D'ailleurs, c'est pas nécessaire. N'est-ce pas un signe de la beauté de cette ville qu'on peut y vivre parfaitement sans parler français? Mais c'est nous cracher au visage. C'est nous cracher au visage en disant, vous, les Québécois, vous savez, vous êtes optionnels chez vous. Puis je veux même pas prendre la peine d'apprendre votre langue. Puis là, l'attaché de presse qui cherche à contrôler la scène puis qui n'en est pas capable, qui trouve le moyen en plus de mal parler en disant, oh, il a déjà adressé la question. Alors, c'est une catastrophe intégrale. Il y a quand même des limites à nous cracher au visage à répétition. Ça nous vient d'Air Canada. Monsieur, dans les circonstances, c'est le nouveau, finalement. On se souvient de cet homme de l'époque, je pense, c'est du CN, dans les années 60, qui avait dit, il n'y a pas assez de francophones pour nommer des francophones compétents à la direction du CN. C'était quoi son nom déjà? Je perds son nom au moment où je veux le dire. Mais globalement, c'est le retour du bon vieux Speak White. Merci beaucoup, c'est apprécié. Je ne parviens pas à comprendre comment, devant cela, on peut se dire, on reste dans ce pays-là. Bon, ça, c'est une autre question. Mais ce que Mathieu relate, au fond, on va le voir ensemble. Je vous explique. M. Rousseau a fait son discours uniquement en anglais. Ensuite, il y avait un petit point de presse impromptu. Et puis, Pierre-Olivier Zappa de l'émission À vos affaires était là, veillait au grain. Et il y a eu, voyons, ce petit échange avec le PDG d'Air Canada. Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français qui est très approximatif? Can you redo that in English? Because I want to make sure I understand your question before I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise. Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. And I think that's a testament to the city of Montreal as well. Merci beaucoup. On va passer à d'autres questions, s'il vous plaît. Non, mais écoute, ce qui est aberrant quand même, là, c'est ce qu'il y a de plus choquant. C'est qu'il n'est pas un PDG... Tu sais, c'est pas genre le PDG d'American Airlines là, qui a déménagé d'Atlanta à Montréal il y a 6 mois. Pour sauver l'entreprise. Pour sauver l'entreprise. Il y a 14 ans, 14-15 ans qu'il vit à Montréal. Ça fait 14 ans qu'il habite ici. Ça l'a tellement pas intéressé qu'il est même pas capable de lire phonétiquement les petites phrases qu'on a écrites en français. Sauf, moi, là, j'habite à Ottawa, des ministres qui parlent pas français, là, ça fait 20 ans que j'en couvre, puis généralement, ils trouvent une façon de faire semblant de parler bilingue, puis de la lire, leurs petites phrases en français. Lui, il est même pas capable de faire ça. Ça fait 14 ans qu'il habite ici, puis il n'est même pas capable de comprendre une question en français. Je veux dire, après ça, là, toi, tu es hôtesse de l'air chez Air Canada, là. Vas-tu sentir que tu as une pression dans la vie de parler français aux passagers sur le vol Montréal-Paris? Ou Montréal-Vancouver? Non. Pourquoi elle apprendrait le français? Pourquoi elle devrait faire un effort pour apprendre le français si le PDG
il vient de consacrer que c'est beautiful de vivre en anglais à Montréal. Moi, ce que j'ai de la misère à comprendre cette semaine avec cette histoire-là, c'est comment l'équipe autour du PDG a pu penser que c'était une bonne idée de l'envoyer sur une tribune à la Chambre de commerce de Montréal quand, il y a un an, on nous disait que son français était fonctionnel. Moi, j'ai travaillé avec des politiciens anglophones avec qui j'ai montré à parler français, pratiqué avec eux dans tous les coins du Québec. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure de M. Rousseau, c'est pas un français qui est fonctionnel. Un français fonctionnel, tu es capable de lire ces phrases-là puis qu'on le comprenne. Là, j'étais là, j'écoutais, j'essayais de comprendre. Et je ne peux pas croire que la phrase qu'il a dit à notre collègue Pierre-Olivier Zappa, que c'était la ligne de communication travaillée pour essayer de se sortir du pétrin des derniers jours. Là. Et c'est ça qui est un petit peu décourageant de penser ça. Et M. Rousseau, on va s'entendre, je ne sais pas si ça existe, mais il n'y aura pas le prix Nobel de la francophonie en 2021. Là. En même temps, Mathieu... Il y a de la famille francophone, hein? Son nom de famille. Il y a de la famille francophone. Son nom de famille, c'est pas... Non, mais il y a de la famille francophone. Il aime le français, puis mais il n'a pas le temps de s'y intéresser. Il aime le français. Il aurait pu nous le dire tantôt qu'il aimait le français. Non, mais il n'a pas le temps de s'y intéresser, là, parce que là, il faut sauver Air Canada maintenant. Mais là, il faut dire des choses... J'y reviens, je ne veux pas avoir l'air comme ça. On se fiche de nous. On se fiche de nous. Faut-tu... On est devant un Anglais des années 50 à Montréal, un Rhodésien fier de lui, qui nous dit « Vous êtes optionnels, mes amis, dans votre pays. Votre culture est optionnelle. Votre langue est optionnelle. Et puis quand vous me demandez de parler français, même votre question, pourriez-vous la traduire parce que je ne la comprends pas? Le domestique, pourrais-tu parler dans la langue du maître? S'il te plaît, speak white. » C'est ça la scène qu'on a devant soi. C'est grave ce qui s'est passé là, mais cela dit, c'est pas surprenant. Quand la gouverneure générale n'a pas parlé français, quand plusieurs ministres fédéraux n'ont pas parlé français, c'est une tendance lourde que se dégage ici. Le français est de plus en plus optionnel au Canada. On constate qu'il est même optionnel au Québec. Oui, et c'est là que ça serait intéressant de voir les ministres fédéraux, M. Trudeau, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ça. M. Rodriguez avait déjà tweeté au cours des derniers jours là-dessus. C'est un peu... la gouverneure générale est quand même une langue anglophone, là. Et beaucoup de politiciens à Ottawa n'ont pas dit grand-chose. Même le Bloc québécois était plutôt tranquille là-dessus, donc disant qu'elle allait apprendre. C'est Mme Petitpas-Taylor qui est maintenant ministre responsable. Maintenant, c'est Mme Petitpas-Taylor qui est responsable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'oubliez pas que dans le plan d'action, la base du projet de loi sur les langues officielles que Mélanie Joly a déposé, il y a un droit de travailler en français au Québec. C'est comme ça qu'elle a comme contourné l'histoire de la loi 101. Donc, que les entreprises de juridiction fédérale, les employés ont un droit de parler français. Mais alors, tu fais quoi quand ton PDG parle pas français comme ça et n'y est pas intéressé? Est-ce que tu es obligé de changer de job? Tu es obligé de renoncer à travailler dans le cercle qui a accès au PDG d'Air Canada? Donc, c'est une histoire qui est lourde de conséquences pour Air Canada. Et le siège social, théoriquement, est à Montréal, je le rappelle. Et puis, bon, Air Canada était une société de la couronne, une société publique, a été privatisée. Mais dans les conditions, Air Canada est assujetti à la loi sur les langues officielles. Quelles sont les langues officielles au pays? L'anglais et le français. Alors, il y a plusieurs réactions, là. On va commencer par le président. L'anglais est traduit de l'anglais, hein. C'est ça la vérité des choses. Bon, alors, le président, le PDG de la Chambre de commerce, Michel Leblanc, c'est lui qui a invité M. Rousseau, sachant, peut-être espérait-il, qu'il parle français ou qu'il apprenne de manière accélérée le français entre le moment de l'invitation et le discours d'aujourd'hui. Réaction de Michel Leblanc. Aujourd'hui, j'ai été surpris de voir que l'allocution comprenait très peu de français et que le président d'Air Canada n'a pas déclaré publiquement que son intention, c'était d'apprendre le français. Et du point de vue de la Chambre, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Les PDG qui dirigent des entreprises majeures au Québec doivent éventuellement être capables de communiquer avec leur environnement. Marc-André? Bien, d'arriver après coup, je pense que ça fait quelques jours qu'on le savait, que c'est dans les médias, qu'on le sait que M. Rousseau n'allait pas faire là un discours 90 en français, 10 en anglais. Là. Fait que les gens de la Chambre de commerce sont un peu surpris. Là. Ça me surprend à mon tour d'arriver après et de dire ça. Bon, peut-être que M. Leblanc pensait aussi, comme nous, que M. Rousseau avait un français qui était fonctionnel, parce que c'est ce qu'on s'est fait dire à sa nomination. Mais clairement, là, sur le côté fonctionnel de la langue française, là,
on est loin d'une réussite. Le ministre responsable à Québec, là, M. Jolin Barrette, a réagi. Vous allez voir sur son compte Twitter. Donc, le grand patron d'Air Canada exprime tout ce que nous avons rejeté il y a des décennies. Il rejoint un peu tes propos, Mathieu. Le mépris pour notre langue et notre culture chez nous au Québec. Ces propos sont indignes des fonctions qu'il occupe. Emmanuel, il va loin, Jolin Barrette. Oui, mais je pense qu'il se fait le reflet de l'indignation de la majorité, si ce n'est la totalité des gens qui nous écoutent. Je veux dire, il faut le répéter, c'est une entreprise qui est assujettie à la loi sur les langues officielles. On l'a nommé en nous disant qu'il avait un français fonctionnel. Et là, donc c'était une condition. Et là, il arrive, et non seulement depuis sa nomination, il n'a pas fait l'effort, il n'a pas fait l'effort de pratiquer 2 petites phrases pour les dire de manière intelligible. Et on se rend compte qu'il n'a pas, il comprend pas. Je veux dire, mais voilà. Il s'en fout. Pierre-Olivier, il lui a pas demandé la théorie de la relativité, là. Comment on vit à Montréal quand on ne parle pas français? Je veux dire, facilement, c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce qu'il ne ment pas. On peut parfaitement vivre en anglais seulement à Montréal sans parler français. On peut parfaitement se ficher des francophones à Montréal. C'est ça la réalité. Et moi, c'est pour ça que là-dessus, puis on me dira que je ne pense pas être hors sujet. On me dira que je pense ça. Indépendance. Dans ce pays-là, il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Dans ce pays-là, il y a une tendance lourde qui consiste à toujours baisser nos attentes par rapport aux Français, par rapport à notre propre langue. On ne demandait pas grand-chose. On demandait un petit paragraphe poli. Puis le petit paragraphe poli, on ne l'a pas eu, puis on a eu droit ensuite aux insultes en disant « Pourriez-vous, s'il vous plaît, poser la question en anglais? Speak, ouais, s'il vous plaît. Le domestique doit parler la langue du maître. » C'est ça qui s'est passé. Donc, si on ne voit pas le lien direct, un instant, le lien direct entre notre statut politique, le fait qu'on est dans un pays qui, fondamentalement, marginalise le français et marginalise le français désormais à Montréal, si on ne voit pas le lien qui est entre ça et ça, mais on va continuer de chouiner en disant on n'est pas heureux de ce qui se passe en ce moment, mais on n'accepte pas de contester le cadre qui fait en sorte qu'on est condamné à la dépossession linguistique chez nous. Ne bougez pas, on poursuit le débat dans un instant à la juste, vous le voulez. Juste revenir éclore sur le discours uniquement en anglais, pourquoi pas, du président. Quelqu'un m'écrit, Mathieu, je te pose la question. Mathieu, est-il vraiment fâché ou c'est juste pour alimenter sa cause souverainiste qui tient ses propos? Parle pas, là! On va remettre tes 25 sous dans ma chute! La question est fascinante. Si vous faire cracher au visage ne vous fâche pas, c'est que vous manquez d'orgueil, d'humilité et de décence. C'est tout à fait sincère, croyez-moi. J'aime pas me faire cracher au visage. J'aime pas qu'on crache au visage du peuple québécois. Puis par ailleurs, je pense que la réaction naturelle devant ça, c'est de se dire il faut changer les conditions structurelles pour que ça n'arrive plus jamais. On appelle ça être un pays chez nous. Le français n'est pas une langue. OK, je veux dire, on s'entend tous ici, là, après-midi, que ses propos sont inacceptables. Son français n'est pas fonctionnel. Puis vive à Québec, vive à Montréal, puis juste en anglais. Puis il promet pas d'améliorer son français, ce qu'on nous avait dit auparavant. Mais là, de commencer à dire qu'on va faire un 3e référendum à cause du PDG d'Air Canada, là, tu vas être tout seul dans la rue, là. T'as peur, là. Je veux dire, on est tous offusqués, là. On va s'attendre 2 secondes d'écart, là. Marc-André, time out. Je vais t'expliquer. Je vais te le dire en français. Time out! Wow! Tu peux pas dire ça, là. Non, mais il est à Paris. Hey, Mathieu, en français, on dit un temps d'arrêt. À Paris, c'est pas l'autre, mais au Québec, c'est temps d'arrêt. Je voulais que l'ancien conseiller d'Andrew Scheer me comprenne. Donc, ce qu'on doit dire là-dessus, c'est que la baisse du poids des francophones au Canada, la baisse du poids des francophones à Montréal et même à Laval désormais, qui est une extension politique et culturelle du West Island quelquefois. Le fait que l'ensemble des fonctions importantes au Canada aujourd'hui, le français soit optionnel. Il y a une tendance lourde qui se dévoile, qui se révèle, qui s'accélère. Et ce qu'on a vu avec le PDG d'Air Canada n'est qu'un élément parmi d'autres de cette tendance lourde. Devant ça, je considère que l'indépendance du Québec est la réaction naturelle pour assurer la survie du français. C'est pas en fonction d'une déclaration. Alors, je réponds, mais si vous permettez, je réponds à Pierre qui m'a écrit. Alors, Pierre et Mathieu est effectivement vraiment fâché. La réponse est claire. Rapidement, Emmanuel et Marc-André, là-dessus, vous avez évidemment vos expériences politiques de plusieurs années à Ottawa. Est-ce que c'est un petit tremblement de terre de 3,2 à l'échelle ou ce qui se passe en ce moment et ce que le PDG vient de déclencher comme débat à la joute et partout dans la société au Québec? Vous avez vu les commentaires du ministre de la Justice du Québec. Est-ce qu'il y aura une suite à ça, Emmanuel? Oui, mais le problème, et c'est le problème d'avoir un gouvernement comme celui de la CAQ, c'est que, oui, tout le monde va être indigné, tout le monde va en parler, le ministre Jolin Barrette va se déchirer la chemise, mais il n'y a pas de véhicule en ce moment
qui est capable d'articuler cette indignation collective et de la transformer en moteur vers la souveraineté. Pourquoi? Parce que l'option politique qu'a offert la CAQ aux Québécois, c'est le meilleur des deux mondes. On reste dans le Canada, mais on fait ce qu'on veut. Et donc, c'est comme une souveraineté light qui se dessine en termes d'institutions et de gouvernance que tente de mettre en place la CAQ. Et pour l'instant, ça satisfait les Québécois. Donc, tant que les Québécois vont se satisfaire de ça, ben, les rêves de Mathieu sur un déclenchement souverainiste dans l'indignation face au mépris n'est pas susceptible de se réaliser. Emmanuel, né pour un petit pain, né pour un petit pouvoir. C'est à peu près ça où on en est aujourd'hui. C'est né pour une souveraineté light. On retrouve tous nos travers d'antan, mais on les maquille de nouveaux mots. Et c'est ça la vérité des choses. On se fait à croire que dans le Canada, on fait ce qu'on veut. Mais dans la réalité, on voit qu'on fait pas ce qu'on veut. Mathieu, on voit qu'on fait pas ce qu'on veut. Marc-André va ajouter un mot. C'est bien. Ouais. Vas-y. Pourquoi il faut être minoritaire dans un pays demain matin, Mathieu, on réalise ton rêve. Le Québec est un pays, là. Je veux dire, il y a des gens qui vont vivre à Montréal en anglais, puis ils parleront pas ou peu en français. Ça va arriver, ça, là. Je veux dire, on essaie de le contrôler, on fait des projets de loi pour essayer. Mais la loi 101, tout ça, le projet de loi 96, mais ce que M. Rousseau nous dit, c'est que tu peux vivre à Montréal sans parler français. C'est une réalité. Et comment tu fais ça Comment tu fais ça dans un pays, le Québec, pour corriger ça? Mon cher ami, il y a plein de façons, là, écoute. On va le dire dans la langue d'Andrew Scheer, on va te faire home run. Donc là, en ces matières-là, quand on contrôle pleinement... Quand on contrôle pleinement le pouvoir, quand on peut fixer pleinement les paramètres linguistiques dans une société... On en a en masse, je veux dire. On a réussi à changer la Constitution avec le projet de loi 96 adopté par la Chambre des communes. Ça donne rien, ça. Voyons. Ça donne rien. Arrête, tu te crois même pas quand tu dis ça. La vérité des choses, c'est quand on est pleinement souverain, on est capable de fixer des paramètres culturels. C'est pas pour rien que le jour où des gens arriveraient ici, ils sauraient que c'est un pays français, pas un pays où le français est une langue sur deux, puis certainement pas la plus forte. Ça, c'est factuel. Quand les gens arriveraient ici, l'immigration serait francophone. Quand les gens arriveraient ici, les services de l'État seraient en français. Quand les gens arriveraient ici, fondamentalement, notre langue serait partout à travers le monde. On dirait, on va au Québec, c'est un pays français. Ouais. Et là, je peux déployer tout. Présentement, le mot des études, on va au Québec, c'est en anglais. T'as peu. Moi, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour partout avec la natation. J'ai fait des Coupes du monde partout. Puis le monde, il voyait bien que je parlais en anglais avec un accent français. Puis il savait que le Québec, c'est en français. Un immigrant qui immigre au Québec, dans sa tête, il immigre avant tout au Canada. Et ça, c'est une réalité. Tu ne peux pas reprocher à ces gens-là. Quand ils viennent, ils s'installent au Québec. Ils peuvent choisir le Québec. Mais en termes de démarche émotive, psychologique et d'immigration, ils immigrent au Canada, un pays qui a 2 langues officielles, dont l'anglais, et qui donc permet de s'associer dans un univers mental à une vie anglaise, parce qu'ils ont immigré dans un pays bilingue où l'anglais est une langue officielle et leur rattachement est au Canada, leur pays d'accueil, et non pas, en général, au Québec. Ça vient après des années, une fois qu'ils se sont intégrés et tout le reste. Alors moi, je pense qu'il y a une validité à l'argument que montre Mathieu. Mais la réalité, c'est que ces arguments-là, dans le débat public au Québec, demeurent des débats de passionnés de politique comme nous, ou des débats d'experts, ou des débats d'intellectuels, mais ce n'est pas un débat qui interpelle assez la population pour que ça crée une mobilisation en ce moment en faveur d'une recrudescence de la ferveur souverainiste. Avec une nuance, si je peux me permettre. La part manquante dans tout ça, c'est un leadership politique. François Legault a été jusqu'à ses 50 ans environ un souverainiste fervent. Simon-Jeanin Barrette, manifestement, n'est pas loin de prononcer ce beau mot de oui. Manifestement, il y a une forme de... Il y a des convictions nationalistes qui existent dans ce gouvernement-là. Quand on a des réactions comme ça, quand on voit la tendance démographique de fond, quand on voit la tendance linguistique à Montréal, je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas nombreux à avoir la même réaction qu'Emmanuel, qui, à ce que j'en sais, n'est pas une membre historique d'un indépendantisme historique au Québec. Bon. Manifestement, on est, bien sûr, on est au seuil d'une conversion ici. Donc là, je crois pas tes fantasmes pour la réalité. Donc, non, mais je le sens. Au Québec, là. C'est peut-être au Québec. Non, mais je pense vraiment, ce que l'on voit en ce moment, c'est que si devant ça, je parle pas de l'événement Rousseau seulement, mais si devant l'accumulation d'événements,
il n'y a pas une forme de réaction de survie, de bon sens, de dignité devant la tendance lourde qui se dégage, c'est qu'il y a quelque chose de brisé dans le ressort québécois. Mais je ne crois pas que le ressort québécois est brisé. La question est de savoir qui va être capable de le porter. Mais tous ces événements-là, accumulés, mis ensemble, les Québécois vont se rappeler qu'en ce pays, ils sont optionnels et maintenant, ils sont de trop. Non, mais il n'y en a pas de porteur, Mathieu. Si ça était vrai, là, le PQ serait à 40 là, puis aux dernières nouvelles, il était à 10 C'est pas compliqué que ça. Mais Marc-André, je te pose la question pour vrai. Le jour où on va être rendu 18 de francophones au Canada, tu vas trouver que c'est encore vivable pour le fait français? Parce qu'on se dirige vers ça. D'autres questions. À quel moment tu vas te dire que c'est plus jouable? Vous vous rendez compte de l'état de la discussion à l'ajoute? Pas sûr que M. Rousseau était conscient au départ, en prononçant son discours, que ça provoquerait ce genre de réaction. Un mot. Il vient de faire, au fond, mal à l'image d'Air Canada. Alors, je présente ça comme ça, qui est une entreprise qui a des actionnaires et tout ça. Donc, un devoir, Marc-André, d'un PDG, c'est justement de ne pas nuire à sa compagnie. Et là, il y a le contexte politique dont on vient de parler en long et en large ici. Quelles sont les suites de ça pour M. Rousseau? Moi, ce que je comprends pas, tu as raison, Paul, puis moi, ce que je comprends pas, c'est comment, comme Air Canada comme entreprise, on va mettre la séparation puis le référendum de côté 2 minutes. Là. Je veux dire, moi, ce que je comprends pas, c'est comment une entreprise, on a pu le placer dans cette situation-là et tout ce qui s'ensuit, puis de mal gérer ça. C'est sûr, ça a des répercussions pour l'entreprise qui est qui est assujetti là, à la loi des langues officielles. C'est sûr, c'est un problème. Et là, tu as le gouvernement fédéral qui est un peu mal placé parce que l'été dernier, ils ont nommé une gouverneure générale unilingue anglophone. Fait qu'ils ne peuvent pas trop donner de leçons aux gens d'Air Canada. Là. Dans un instant, on va continuer le débat dans un instant parce que